Alors, bonjour à tous. Donc, vous êtes actuellement connecté, mais sans avoir accès à votre micro, et vous avez à disposition pour poser des questions tout au long du workshop. N'hésitez surtout pas. Donc, pour restituer des workshops que nous organisons depuis le début du confinement, pour pouvoir apporter des éléments de réponse à la fois sur les outils et services du numérique, mais aussi accompagner nos... Alors, apparemment, il y a un gros écho. Oui, il y a un problème de son. Est-ce que là, c'est mieux? Non, pas forcément mieux. Si, c'est bon. Et donc, du coup, c'est pour également vous apporter donc des éléments de réponse dans la gestion de cette situation un petit peu particulière. Donc, Maître Claude, merci de votre participation aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez déjà présenter un petit peu votre cabinet, hein? Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, il y a un petit problème de micro, moi je ne vous entends pas très bien. Je ne sais pas si vous me captez bien. Oui, on vous entend bien. Parfait. En ce qui concerne Légiconseil, je suis associé fondateur de ce cabinet, dans lequel il y a à peu près 40 personnes, qui est situé à Dijon. Et je suis responsable du département social avec une activité judiciaire et une activité de conseil qui regroupe 12 associés et 3 ou 4 collaborateurs, plus des assistantes. Voilà, nos clients sont principalement des entreprises, notamment en droit social, avec des correspondants des RH dans les clients qu'on suit. Voilà, très brièvement présenter le cabinet. Après, je vous enverrai le lien si vous souhaitez du cabinet, comme ça vous irez sur notre site internet et vous pourrez avoir davantage d'informations si vous le souhaitez. Là aujourd'hui, je réponds effectivement aux questions que vous m'avez posées et puis également à des questions au fil de l'eau. Alors j'ai la chance d'avoir une compagne qui est également spécialisée en droit du travail et qui là aujourd'hui est là, en télétravail aussi, et donc vous en aurez 2 pour le prix d'un. En l'occurrence, le prix est 0, donc ça fait moitié de 0 ou 2 fois 0. Voilà. Donc je suis à votre écoute pour qu'on attaque sur les questions. Alors effectivement, tout d'abord, je voulais commencer un petit peu sur le télétravail. Quelles sont les obligations pour l'employeur? Alors à la fois sur tout ce qui est niveau sécurité, par exemple informatique, tout le matériel, le droit à la déconnexion. Comment ça se passe au niveau des horaires de travail, s'il y a des choses à mettre en place? Et puis sur le niveau social, par exemple, éviter l'isolement et la démotivation des collaborateurs. Bon, j'ai deviné vos questions parce qu'elles étaient préécrites, mais j'avoue que je vous entends très mal. Hein. D'accord. Bon. Sur le télétravail, ce qu'il y a de neuf, c'est la situation d'urgence et le recours massif qu'il y a actuellement, au télétravail dans le cadre de cette loi du 23 mars 2020 qui instaure l'état d'urgence. Vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. On instaure l'état d'urgence jusqu'au 24 mai qui peut être prorogé. Donc on a un dispositif législatif exceptionnel qui a pour effet d'encadrer encore un peu plus, ou d'encadrer et surtout de permettre un recours massif au télétravail, notamment, et à l'activité partielle, qui sont les 2 jambes du dispositif mis en place par le gouvernement. On pourra parler des 2, évidemment. Pour le télétravail, pourquoi les entreprises ont été encouragées, pour celles qui peuvent, à faire du télétravail? C'est pour éviter évidemment le recours au chômage partiel, activité partielle, et éviter également maintenir un minimum d'activité économique pour éviter des licenciements à terme. S'agissant ensuite des modalités du télétravail, ces modalités, elles existaient dans la loi, elles n'ont pas été profondément modifiées. Et le recours au télétravail et l'encadrement du télétravail est principalement prévu et déterminé par 2 dispositions du Code du travail, que sont les articles L 1222-9 et L 1222-10 du Code du travail. Alors, c'est pas le cas de tous les textes de loi. Celui-là est plutôt clair, plutôt digeste et plutôt précis. Ça mérite qu'on le souligne. Je ne vais pas vous en faire une lecture intégrale, mais je peux vous en résumer, vous donner ces dispositions. D'abord sur les conditions de la mise en place du télétravail. Le télétravail, il est mis en place
de deux façons, historiquement, soit par un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE, soit en l'absence de charte ou en l'absence d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail. Et ça, c'est le recours qui a été le plus fréquemment mis en place dans le cadre des dispositifs d'urgence, parce qu'on n'avait pas le temps de faire des accords, qu'on n'avait pas le temps de négocier, parce qu'on est une situation, ni de rédiger la charte. On est dans une situation d'urgence, une situation exceptionnelle, où on fait du recours au télétravail sans beaucoup de formalisme, et ça a été admis ensuite par les ordonnances. Dans ce dispositif, le salarié, le télétravailleur, comme on l'appelle, a des droits qui sont les mêmes que le travailleur qui n'est pas en télétravail. L'accord collectif ou la charte élaborée ou les dispositions qui sont prises avec le salarié doit déterminer les conditions de passage en télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat sans le télétravail. Normalement, ça doit être formalisé. Deuxièmement, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, c'est-à-dire que oui, j'accepte ou pas de travailler en télétravail. Les modalités de contrôle du temps de travail, ça c'est important parce qu'on va retrouver les problématiques santé-sécurité. Donc les modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail. Et puis la détermination des plages horaires, parce que le télétravail, vous savez, ça peut être aussi des zones grises. Les frontières sont mal délimitées entre le temps de travail et les temps de repos. On n'a pas ce sas entre quand on quitte le bureau, quand on quitte l'entreprise. Et donc, il faut délimiter ou déterminer des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Voilà pour le dispositif légal. Et l'employeur a en outre un certain nombre d'obligations vis-à-vis du salarié en télétravail, telles que l'informer de toute restriction à l'usage d'équipements ou d'outils informatiques ou de services de communication. Oui, c'est lié au droit de la déconnexion. De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail, donc revenir dans l'entreprise. Après, et puis organiser chaque année, mais ça c'est pour le télétravail qui perdure, un entretien qui porte sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Et ça, c'était le dispositif qui préexistait, hein, qui n'est pas nouveau. Simplement, les conditions d'ouverture au télétravail se sont assouplies, on va dire. Alors, à côté de ça, il y a deux choses à rappeler à propos du télétravail. D'abord, la problématique des frais. Ce télétravail peut générer des frais pour le salarié. Ces frais, par principe, doivent être pris en charge par l'employeur. Après, c'est la question du frais classique qui se pose. Dans quelles limites, comment, combien, réel, forfait, etc. Pratiquement, l'URSSAF, et je vous renvoie au site de l'URSSAF sur cette question, l'URSSAF admet que soit versé au salarié un remboursement de frais forfaitaires consécutifs aux frais engagés par le télétravail. Je veux parler de l'informatique, du téléphone, du bureau dédié, enfin bon, la surconsommation électrique, etc. Ce barème est assez bas puisque l'URSSAF admet une indemnisation forfaitaire à hauteur de 10 € par mois par salarié pour une journée de télétravail par semaine, et ensuite 20 € pour 2 jours, 30 € pour 3 jours, 40 € pardon, pour 4 jours et 50 € pour 5 jours si le salarié est sans cesse en télétravail. Et ça, c'est un plafond, mais enfin, on éteint évidemment rapidement le plafond. Et si on paye cette indemnité, on n'a pas besoin de justificatif. Sinon, on retombe dans le cadre classiquement des remboursements de frais sur justificatif. Bon, voilà en gros les dispositifs ou le cadre réglementaire et législatif concernant le télétravail. Je crois que vous aviez également une question sur les points de vigilance pour les salariés en télétravail concernant la santé et sécurité. Oui. Ils sont effectivement, il faut être vigilant sur un certain nombre de points. D'abord parce qu'on a des salariés qui sont plus dans le cadre du travail et qui sont mis en télétravail ou acceptent d'être mis en télétravail alors qu'ils n'y étaient pas auparavant, surtout dans le cadre de la période que l'on connaît. Donc ils n'ont pas forcément des repères. Et il y a donc quelques points de vigilance. D'abord le risque d'isolement,
que peut subir un salarié en télétravail. Et là, sur ce point, eh bien, effectivement, il faut une vigilance accrue pour éviter ce risque d'isolement par des contacts téléphoniques, par des contacts en visio. Bref, que le management ne soit pas déserté pendant cette période-là. Il y a un risque, ça vous l'avez compris et tout le monde l'a bien senti quand on travaille de cette façon-là, c'est le risque à l'hyperconnexion, le risque de l'hyperconnexion au travail, c'est-à-dire que l'absence de frontières entre les périodes travaillées, les périodes non travaillées. Je crois que là-dessus, c'est encore une fois un problème de discipline, d'horaire à respecter et de discipline personnelle. Et c'est le droit à la déconnexion. Tout ça est en phase avec, lié au droit à la déconnexion. Et je pense qu'il faut donner aux salariés les possibilités, effectivement, voire même les instructions pour qu'ils soient déconnectés à partir d'horaires bien précis. Parce que dans les conditions normales de mise en place de télétravail, la rédaction de la charte ou de l'accord d'entreprise conduit à se poser toutes ces questions, et ces questions, elles sont complètement encadrées. Oui, dans la charte. Dans l'urgence, oui. Mais du coup, il faut pouvoir les formaliser par écrit et les transmettre aux salariés en télétravail dans la situation d'urgence. Ensuite, il y a la problématique de la gestion de l'autonomie. Ça, c'est les problématiques RH plus que les problématiques juridiques. Hein, mais donc, il faut effectivement être attentif à ce genre de situation. Et puis, l'équilibre, et là, c'est une problématique juridique, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, avec des entretiens réguliers et un suivi de l'activité. Alors, sur ces questions, moi, je reprenais en fait la fiche de l'INRS parce que on a la question de l'accompagnement dans cette situation que vous m'aviez posée. Bon, les entreprises sont pas non plus laissées sans soutien. Vous avez des fiches métiers qui permettent, on en reparlera quand on parlera du déconfinement, vous avez des fiches métiers, vous avez des documents d'aide via les conventions collectives, les conventions de branche, et puis l'INRS, qui est l'organisme qui est en charge de la santé et sécurité au travail, qui produit de la littérature et des documents qui sont extrêmement précis à chaque situation, notamment pour le télétravail. Et le conseil qui peut être donné, c'est de rédiger une note aujourd'hui pour les conditions d'urgence pour encadrer ce télétravail et éventuellement mettre en place une espèce de soit un client, soit mise à disposition des salariés qui se retrouvent en difficulté au niveau de leur autonomie, etc., etc. Voilà, sur cette question du télétravail, mais sur l'écran, j'ai plus plein écran là. Alors, effectivement, j'ai coupé ma caméra, mais c'est vrai qu'il y a moins d'écho. D'accord, moi c'est pas. Mais par contre, je vous vois plus, je ne me vois plus que moi. Oui, par contre, au niveau du son, est-ce que c'est mieux? Ah, moi, je vous entends bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous entend très bien et on vous voit. Alors, en fait, apparemment, mon son est pas bon, donc j'ai une collaboratrice qui va reprendre la main sur les questions pour éviter que je casse les oreilles à tout le monde. D'accord. Donc, Kathleen. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je reprends la main rapidement. La prochaine question, c'est comment choisit-on de mettre ses salariés au chômage partiel plutôt que d'avoir recours au licenciement économique? Et dans quel cas parle-t-on de licenciement abusif? Oui. En fait, ces deux dispositifs, chômage partiel ou licenciement économique, s'excluent l'un l'autre. Ils sont en quelque sorte antinomiques parce qu'ils poursuivent des buts radicalement différents. Le chômage partiel est mis en place ou a été mis en place. D'ailleurs, quand on parle de chômage partiel, on devrait plutôt parler de la loi, parle d'activité partielle, est mis en place pour sauver les emplois. Et donc, suspendre en fait le coût de ces emplois pendant la durée de crise et pour que l'entreprise puisse redémarrer sur une activité lorsque la crise est passée. Alors que le licenciement économique, qui est en général licenciement collectif, qui peut être individuel, mais qui est en général licenciement collectif, vise à supprimer les emplois tout de suite. C'est-à-dire qu'on a des difficultés économiques, on a besoin de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, ou on est face à des mutations technologiques qu'on ne peut pas assumer tout de suite, et donc des postes disparaissent. Et dans ce cas, on va supprimer des postes. Donc c'est deux dispositifs qui s'excluent l'un l'autre, en ce sens qu'ils sont radicalement opposés. Ce qui signifie aussi qu'on ne peut pas les mettre en place ou les mettre en œuvre en même temps. Je veux dire par là que si vous avez opté dans les entreprises
pour la mise en place de l'activité partielle, ce qui est encouragé d'ailleurs par les pouvoirs publics, pour les raisons que je viens d'indiquer. Vous ne pouvez pas en même temps enclencher une procédure ou des procédures de licenciement pour motif économique. La loi ne le permet pas. Ce sont des dispositifs qui sont alternatifs. Alors cela ne signifie pas que si vous avez bénéficié de dispositifs d'activité partielle, vous ne pouvez pas licencier pour un motif économique après, mais après la période couverte par l'activité partielle, voilà, qui, je le rappelle, peut être de 12 mois. Donc encore une fois, les deux dispositifs s'excluent l'un l'autre et on ne peut pas les mettre en œuvre en même temps. Voilà pour les deux dispositifs, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions ou besoin de précision sur ces deux dispositifs. Et dans quel cas on parle de licenciement abusif? Je pense que c'est en lien avec la précédente question. Alors, de façon plus générale, on parle d'un licenciement abusif quand le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En d'autres termes, quand il n'est pas motivé pour un motif économique en l'espèce ou un motif personnel s'il y avait un motif disciplinaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, le salarié, effectivement, ça ouvre droit au salarié à saisir le Conseil des prud'hommes et à demander des dommages et intérêts qui seront, dont le montant pourrait être limité aux barèmes qui ont été mis en place par la loi, qu'on appelle usuellement le barème Macron. Là, je peux vous donner effectivement des précisions si vous le souhaitez. Voilà. Donc, le licenciement abusif, c'est le licenciement qui ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Ça, c'est le langage juridique. Dans le langage commun, qui ne repose pas sur une bonne raison, telle que la définit la loi, c'est-à-dire un motif économique, par exemple, qui est une bonne raison, c'est une raison légitime en tout cas, de rompre le contrat de travail, sous réserve de respecter une procédure précise et sous réserve également de respecter des obligations qui sont liées, qui sont prévues par la loi, qui sont consécutives au licenciement économique. Voilà, tout un certain, je ne vais pas faire une intervention plus longue sur le motif abusif, sauf si vous avez sur le licenciement abusif, mais sauf si vous avez des questions, mais c'est ça le licenciement abusif, c'est le licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse. Vous avez des questions? Prochaine question, c'est pour les promesses d'embauche faites avant le confinement. Que se passe-t-il? Est-ce que l'employeur peut se rétracter ou repousser la date d'embauche? Mais sur le licenciement abusif, vous n'avez pas d'autres questions sur les intervenants n'ont pas posé de questions, enfin les participants ne posent pas de questions particulières là-dessus. Bon, peut-être qu'on reviendra en fin d'intervention. Il y a quand même une remarque, c'est beaucoup d'entreprises sont en activité partielle et malgré les soutiens financiers de l'État, il est fort possible qu'il y ait des licenciements économiques qui se mettent en place, mais à partir de quand, on ne sait pas. Si, à partir de quand, c'est possible, c'est ça la question, et c'est possible à partir du moment où l'entreprise n'a plus recours à l'activité partielle. Encore une fois, c'est un dispositif qui est alternatif. On ne peut pas mettre en œuvre les deux dispositifs en même temps, c'est-à-dire tant que l'entreprise a recours à l'activité partielle, elle ne peut pas procéder à licenciement pour motif économique, mais une fois que le recours à l'activité partielle est achevé, la période de l'activité partielle est achevée pour l'entreprise, je vous rappelle que quand elle fait une demande d'activité partielle, elle borne elle-même, il y a un maximum de 12 mois, mais l'entreprise borne, c'est-à-dire limite dans la durée sa demande d'activité partielle. On la demande pour 1 mois, on la demande pour 2 mois, on la demande pour 3 mois, pour 4 mois. On peut éventuellement la renouveler. C'est l'entreprise elle-même qui borne cette limite. Et une fois que la limite est dépassée, donc l'entreprise n'a plus recours à l'activité partielle, là, elle peut recourir au licenciement pour motif économique, à condition évidemment de répondre aux conditions du licenciement économique, c'est-à-dire, je le rappelle, les difficultés économiques, la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité ou les mutations technologiques. Voilà pour de rien. Le petit merci qui s'affiche. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, on peut aborder la question des promesses d'embauche. Là, il faut être un peu prudent sur les promesses d'embauche, parce qu'une promesse d'embauche engage
celui qui l'a fait, l'entreprise en général. C'est pas une offre d'emploi, la promesse d'embauche, c'est l'étape d'après. C'est l'étape avant le contrat, mais après l'offre d'emploi. Et la promesse en droit, c'est comme une promesse de vente. La promesse d'embauche, si en face vous avez quelqu'un qui l'accepte, le contrat il est fait. Donc on peut pas retirer comme ça une promesse d'embauche, sauf à la limiter dans le temps. Et c'est le conseil qu'on peut donner, qu'on doit donner, c'est que si vous faites bon, moi je recours pas aux promesses d'embauche, c'est assez imprudent, mais si vous êtes dans l'obligation pour des raisons concurrentielles, pour attirer quelqu'un, pour qu'il puisse se libérer par ailleurs, etc., ce que je peux comprendre et de part et d'autre, à ce moment-là, je vous invite fortement à limiter dans le temps votre promesse d'embauche en disant que la promesse d'embauche, voilà, elle comporte un certain nombre d'éléments, le descriptif de l'emploi, le montant de la rémunération, etc. Sachez simplement qu'à partir du moment où le salarié va accepter la promesse, ben vous serez lié, sauf si demeure une discussion sur des éléments fondamentaux de la promesse, par exemple le salaire. Il y a une discussion sur le salaire. Tant que la discussion n'est pas achevée, qu'on n'a pas d'accord, là vous n'êtes pas lié. Mais si il y a un accord sur les termes de la promesse, vous serez lié. Donc la promesse d'embauche, attention, toujours la limiter dans le temps parce qu'elle lie celui qui l'a fait. La question, c'est que là, on a un événement, je ne veux pas le qualifier de force majeure, même si certains l'ont fait, mais enfin, on a un événement violent, inhabituel, qui bouleverse complètement l'économie. La question, c'est de savoir si on a fait une promesse d'embauche, est-ce qu'on est toujours lié par la promesse d'embauche, en dépit de la survenance de cet événement. Je veux parler du Covid. Je pense que oui. Simplement, elle peut être reportée. C'est-à-dire que vous pouvez, à mon avis, avec l'accord du salarié, peut-être même sans ces fréquents, mais on doit pouvoir reporter la promesse d'embauche sur une période de l'après-Covid. En tout cas, c'est effectivement les préconisations qu'on retrouve. Alors, on n'a pas de jurisprudence, hein, puisque forcément, il n'y a pas eu de décision judiciaire. D'abord parce que les tribunaux sont suspendus, vous le savez, et on n'a pas de décision judiciaire sur le Covid à proprement parler. Donc, on ne sait pas si c'est un événement qui permet de suspendre. Mais c'est de la littérature qu'on retrouve dans la documentation juridique. Vous avez des recommandations d'ailleurs de la NDRH là-dessus, c'est l'Association nationale des DRH. Qui effectivement indique que, quant à elle, on peut reporter. Il y a également de la littérature d'un certain nombre d'universitaires qu'on retrouve sur le web qui indique qu'on peut reporter la promesse d'embauche. Plus facilement avec l'accord du salarié, mais je crois même qu'en défaut d'accord, compte tenu de l'avènement de cet événement spécifique du Covid, on peut reporter la promesse à l'après, c'est-à-dire à la reprise d'une activité normale. Voilà pour la promesse. Merci. La prochaine question, c'est quelles sont les règles pour les périodes d'essai pendant le confinement? Peut-on rompre une période d'essai? Et si la personne est mise en chômage partiel, y a-t-il prolongation de cette période d'essai? Oui, les questions sont précises. Alors, il faut envisager plusieurs situations. La première situation, c'est le télétravail, si la personne est en télétravail. La deuxième situation, c'est s'il y a un arrêt de travail pour garde d'enfant. Et la troisième situation, c'est si on est en activité partielle. On a trois hypothèses différentes. À supposer évidemment qu'on ne soit pas dans une situation où il y avait on travaille normalement. Si on est en télétravail, le télétravail, c'est du travail. Donc la période d'essai, elle court. Normalement. Elle se déroule normalement. Si on est en arrêt de travail pour garde d'enfant ou en arrêt maladie, ça a le même effet que pour l'arrêt maladie, la période d'essai est suspendue. Ce qui est bien normal puisque la période d'essai est faite pour éprouver les qualités ou les qualifications ou l'aptitude du salarié du point de vue de l'employeur. Mais il faut jamais oublier que cette période d'essai permet aussi au salarié de voir s'il se trouve bien dans l'entreprise, si le poste lui convient, ce qui peut également la rompre. La rupture de la période d'essai, elle est bilatérale. Enfin, la possibilité de rompre est bilatérale. Donc, si le contrat de travail est suspendu par un arrêt garde d'enfant ou par un arrêt maladie, la période d'essai est suspendue également.
Ensuite, en matière d'activité partielle, l'activité partielle a le même effet. Elle suspend le contrat de travail, donc elle suspend également la période d'essai. Ce qui fait que pendant toute la période d'activité partielle, si le salarié n'est pas concerné par la période d'essai, si le salarié est en chômage partiel, la période d'essai est suspendue, elle reprendra son cours lorsque il y aura de nouveau une activité normale. Un petit rappel quand même sur la période d'essai, parce que c'est des dispositions des situations que j'ai connues parmi un certain nombre de mes clients. La période d'essai ne peut pas être rompue parce qu'il y a le Covid. C'est pas un bon motif de rupture de la période d'essai. Et ça, c'est très important de le souligner. La période d'essai ne peut être rompue que pour un motif inhérent au salarié, donc à son aptitude, à ses qualités, à l'appréciation que l'employeur s'en fait en tout cas. Ça peut pas être un autre motif, un motif économique ou un motif inhérent au Covid ou à je ne sais quoi. Donc ça, c'est très important. Si on a un motif économique, si on a un motif inhérent au Covid, si on a, etc., si le contrat de travail doit être suspendu parce qu'on est en activité partielle, eh bien, la période d'essai est suspendue. Mais on peut pas la rompre pour ce motif-là. J'espère que j'ai été assez clair sur la période d'essai, parce que ça, c'est des questions qui me sont souvent posées, effectivement. Oui, c'est tout à fait clair. Merci. Donc, vous avez des questions par rapport à ça? Alors, apparemment, les participants non. Mon son a l'air d'être meilleur. Donc, je vais essayer de reprendre la main. Donc, ensuite, on va parler un petit peu de l'après-déconfinement. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des directives précises à mettre en place pour assurer la sécurité des salariés? Et en fait, est-ce que l'employeur va avoir des obligations, que ce soit sur les trajets des salariés, sur le matériel à mettre à disposition et éventuellement sur les lieux de prise des repas? Alors, d'abord, le déconfinement, c'est une décision, ça ne met pas fin au problème sanitaire. On l'a tous compris. Le déconfinement, ça ne met pas fin non plus à l'état d'urgence, qui pourrait être prorogé. Le déconfinement qui est annoncé pour le 11 mai, c'est simplement la possibilité pour des salariés d'aller travailler normalement, de se déplacer plus normalement, pour les salariés, pas pour les salariés d'ailleurs, pour tous les citoyens, mais le virus est toujours là. On est bien d'accord. Donc les obligations santé-sécurité au niveau de l'entreprise liées au Covid-19 demeurent. Ces obligations s'inscrivent dans l'obligation générale de protection de la santé et de la sécurité de l'employeur. Donc, en clair, après le confinement, c'est comme pendant le confinement pour ceux qui travaillent. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, toujours pareil, respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. Il faudra mettre à disposition des salariés des masques, éventuellement, des gants, attirer son attention sur précisément tous ces dispositifs qui sont mis en place dans l'entreprise, limiter les déplacements et favoriser la visio par exemple, laisser les portes ouvertes, enfin bref, prendre tout un certain nombre de mesures techniques qui seraient un peu fastidieux et long d'énumérer aujourd'hui, d'autant plus fastidieux et long que le ministère du Travail a mis à disposition des entreprises par secteur d'activité et continue à mettre à disposition des entreprises par secteur d'activité des fiches métier par métier avec des préconisations sur les mesures à mettre en place en fonction de ces métiers. Alors vous avez une fiche pour l'agriculture, vous avez une fiche pour le commerce de détail, hôtel, café, restaurant, qui les pauvres sont pas prêts de reprendre l'activité. Il y a une fiche pour le nettoyage, pour les autres services, par exemple pour les services bancaires, où on va énumérer tout un certain nombre de préconisations. C'est pas des obligations, ce sont des conseils, ce sont des préconisations. L'obligation de l'employeur, c'est préserver santé, sécurité et mettre en place les mesures de prévention. Ça, c'est l'obligation. C'est une obligation générale. On dira jamais à l'employeur, vous avez l'obligation
de fournir du gel hydroalcoolique, mais ça tombe sous le sens. Et donc, si vous avez un salarié qui tombe malade parce que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, vous n'avez pas fourni de masque, vous n'avez pas fourni de gel, et que le lien de causalité peut être fait, c'est pas aussi simple que ça, ou vous n'avez pas isolé ou demandé à un salarié sur lequel il y avait une suspicion de Covid de rentrer chez lui, eh bien, effectivement, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Donc, ces fiches métiers sont à disposition. Vous pouvez les voir sur Internet, sur le site du ministère du Travail. Je suis fait ce matin là, en préparant un peu cette intervention et elles sont extrêmement précises. Ça, c'est au titre du conseil et des préconisations. Il y a par ailleurs une obligation, ça c'est une obligation légale, qui est encore une fois liée à la prévention des risques au sein de l'entreprise, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, qu'on appelle dans notre jargon le DUER, qui est un document obligatoire que toutes les entreprises doivent avoir chez elles, même il n'y a pas de condition d'effectif. Même au premier salarié, vous devez avoir un DUER dans l'entreprise. Ce DUER a trois grands items. Le premier, il est là pour analyser les risques de l'entreprise, donc il est propre aussi à certaines professions. On n'a pas les mêmes risques dans les travaux publics, dans les entreprises numériques Syntec, dont vous faites partie, ou dans les bureaux, ou dans l'agriculture. Donc, analyser les risques, c'est le premier niveau du document unique d'évaluation des risques. Ensuite, énumérer la liste des actes de prévention par rapport à ces risques qui ont été analysés. Et enfin, élaborer ou mettre en place un plan d'action pour éliminer ces risques. Ça, ces trois items préexistaient au Covid. Simplement, le Covid vient s'inscrire en plus dans cette préconisation, dans ce DUER. Il faut donc mettre à jour. Alors, j'aime pas il y a qu'un faucon, mais ça, c'est vraiment une obligation. Le droit du travail ne doit pas toujours être vécu comme quelque chose de punitif. Je le conçois. Bon, là, vraiment, c'est des mesures de prévention qui tombent la plupart du temps sous le bon sens, d'ailleurs. Hein, mais c'est important de mettre à jour le DUER. Pourquoi c'est important? Parce que, je suis désolé de revenir sur du punitif, mais s'il y a un problème, s'il y a une problématique liée au Covid et que votre DUER n'a pas été mis à jour, et si vous avez un contrôle de l'inspection du travail lié, par exemple, à un décès consécutif à un Covid qui aurait pu être contracté sur le lieu de travail, la première chose que fera l'administration et l'inspection du travail, c'est d'aller voir votre DUER et voir s'il a été tenu à jour. S'il est tenu à jour, vous allez avoir une présomption d'avoir mis en place des éléments vous avez mis en place des actions de prévention nécessaires et donc ça va permettre d'alimenter effectivement la défense du dossier. Donc c'est important de mettre à jour votre DUER. Après, et ça c'est vraiment un élément légal, donc c'est le plus important. Ensuite, comment communiquer aux salariés en dehors du DUER que personne, les gens devraient lire mais qu'on ne lit pas. Il y a l'affichage, les mesures de prévention doivent faire l'objet, de mon point de vue, d'un affichage sur le panneau d'affichage normalement dans l'entreprise, et pourquoi pas sur la porte d'entrée. Moi, je pense qu'il faut, sur les portes d'entrée d'entreprise, portes de bureau, on l'a mis en place un certain nombre d'entreprises, mettre en place des affichages sur les sens de circulation, les entrées, les sorties, les croisements, la condamnation de la cuisine, du réfectoire, enfin que sais-je encore. Mais toutes ces mesures pratiques qui seront prises et qui doivent être communiquées de cette façon-là, de façon lisible aux salariés. Il y a même certaines entreprises où on a établi une liste c'est un mode opératoire qu'on a fait émarger par les salariés pour être bien certain qu'ils en ont bien connaissance. C'est ce que j'allais vous demander. Si effectivement faire un document à faire signer par les salariés n'était pas aussi une solution. C'est pas une obligation, mais c'est un bon conseil. Ça permet de tracer. Alors, encore une fois, je veux pas. Nous, on est en droit du travail, on est souvent les vilains petits canards parce qu'on est toujours punitif. Là, mais là, objectivement, l'idée, c'est pas d'être punitif, c'est simplement de pouvoir reprendre, de pouvoir rassurer vos salariés, vous prémunir quand même d'une problématique santé-sécurité qui pourrait arriver,
et avoir une réponse plus RH, une réponse managériale vis-à-vis de salariés qui sont légitimement inquiets. Ben, je veux dire, on est tous inquiets d'ailleurs, pas que les salariés, on est tous inquiets. Et donc, par rapport à cette inquiétude, il faut que vous puissiez mettre en place des mesures et que ces mesures soient claires, simples à mettre en œuvre et qu'elles soient portées à la connaissance des salariés pour vaincre aussi des résistances de certains salariés. Parce qu'il y en a qui sont inquiets, puis il y en a aussi qui sont, pas que des salariés, mais comme tout le monde, hein, qui se prennent pour zéro et qui prennent inutilement des risques et peuvent mettre en danger les autres. Et ça, c'est important parce que l'absence de respect par ailleurs de ces dispositifs peut constituer une faute disciplinaire. Donc ça, c'est également important. Voir si on peut, il ne faut pas également mettre à jour le règlement intérieur sur ces questions-là, à terme. Enfin, dans l'immédiat, le plus urgent, c'est la note de service, faire cette note de service, le DUER, hein, évidemment, et puis la note de service affichée et communiquée aux salariés. Oui, effectivement. Qui rappelle, c'est des autres obligations santé-sécurité. Mais on n'a pas entendu, si vous voulez bien. Cette note de service, peut également rappeler globalement qu'il existe aussi d'autres obligations santé-sécurité que tout le monde connaît. Elle n'est pas spécifique Covid, mais quand même, je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention des salariés sur la spécificité Covid et sur les dispositions précises et spécifiques liées à la reprise du travail dans le cadre de cet environnement un peu anxiogène, un peu délétère du Covid. Là, encore une fois, on n'est pas démunis sur ces problématiques-là. Il y a, je vous le disais, les fiches métiers qui ont été mis en place par le ministère. C'est simple, hein, c'est vraiment pas compliqué. Il y a les branches qui également mettent à disposition des adhérents des préconisations. Je sais que la META a mis en place des préconisations. Le BTP a mis en place un certain nombre de préconisations. Syntec, je crois que c'est en discussion, mais c'est en cours. On pourrait peut-être aller voir sur Syntec s'il n'y a pas également des préconisations. Vous avez les fiches également de conseil de l'organisme que j'évoquais tout à l'heure. C'est les fiches de l'INRS qui sont extrêmement complètes, précises. Et puis il y a également de l'accompagnement qui est possible, enfin dans la mesure de leur disponibilité par l'ARACT, qui est l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, dont c'est le cœur de métier. C'est-à-dire que l'ARACT, normalement, l'ARACT emploie des ingénieurs, c'est une agence nationale, hein, mais emploie des ingénieurs et des ergonomes en santé et sécurité au travail, et légitimement, l'entreprise peut avoir recourir ou demander le conseil ou l'appui de l'ARACT. Elle est présente dans chaque région, ici il y a des gens de l'État-Valmy. Enfin, vous avez sur le site de l'ARACT et vous allez pouvoir contacter un ingénieur conseil si vous avez besoin d'un certain niveau d'expertise. Et puis évidemment, après vos conseils habituels, hein, je pense à vos avocats, si vous en avez spécialisés en droit du travail, qui sont là également pour vous appuyer sur ces questions-là. Nous, on l'a mis en place chez un certain nombre de nos clients et ça fonctionne. Il y a une question concernant le DUER qui est donc obligatoire. Et est-ce qu'il est communiqué aux salariés ou pas? Est-ce qu'il est communiqué aux salariés, le DUER? Est-ce qu'il est communicable? C'est-à-dire, est-ce que les salariés ont possibilité de le voir? Est-ce que c'est une obligation de l'employeur que les salariés le voient? Oui. Oui. Voilà. Le DUER, c'est pas un document qu'on va remettre aux salariés, mais c'est un document qui est consultable par les salariés et les salariés doivent être informés du lieu où il peut être consulté. Ok. Alors, il y a une autre question. Par contre, Philippe, je vais vous donner le micro parce que je n'arrive pas à l'interpréter. Il faut prévoir plusieurs phases à la fois dans le DUR et dans la communication aux salariés. Je ne comprends pas la question. En fait, le DUR, chronologiquement, si c'est une question chronologique, chronologiquement, le DUR, il doit être mis à jour tous les ans. Donc là, on a un épisode exceptionnel qui est un épisode Covid. Et donc là, il faut le mettre à jour. On n'est pas d'accord. La communication aux salariés, la communication aux salariés, elle doit être faite quand elle est utile. C'est-à-dire, si l'entreprise est fermée, ça vous empêche pas de mettre du DUR à jour. Mais si l'entreprise est fermée, il n'y a pas de communication à faire. La communication, elle doit être faite au moment où l'activité reprend, ou elle doit être faite aux salariés qui reprennent, parce qu'il peut y avoir aussi une reprise d'activité progressive, perlée,
ou service par service, selon les métiers. Par exemple, vous pouvez imaginer que dans certaines entreprises, les fonctions support demeurent, pas forcément en télétravail d'ailleurs, et d'autres fonctions productives soient à l'arrêt. Mais pour les fonctions support, il faut bien que le salarié soit informé des dispositifs qu'on met en œuvre. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui vont les rédiger. Et là, il y a une information qui est faite à ce moment-là. Donc effectivement, ce qu'il disait, c'était que une évolution progressive de la situation post-confinement. Bah oui, c'est ça, exactement. Non, mais donc c'est une question chronologique. Le DUR, c'est tout de suite, ça, pas de débat. Et sur le reste, eh bien, c'est en fonction de la reprise progressive. Il y a une information. L'information, elle est générale, elle est globale par voie d'affichage, ça c'est clair. Et puis, elle peut être personnalisée. Moi, je le conseille, dans certains métiers en tout cas, par la remise de services ou par une liste d'émargement, en disant qu'il a bien pris connaissance, il y a une liste d'émargement au moment de la reprise du travail. Oui, c'est évolutif. Ah oui, effectivement, il y avait oui, merci effectivement de ne pas porter cette précision. C'est que les préconisations qui sont faites par le ministère, par les organismes tels que l'INRS, etc., ou les branches, sont des préconisations évolutives, elles ne sont pas figées dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous préconise de faire ça et ça, mais effectivement, on a le devoir, l'obligation de se tenir informé. Alors, en général, les branches font quand même bien leur boulot et envoient à leurs adhérents des documents. Vous en avez aussi via le MEDEF, mais sinon, sur les grandes branches, elles envoient de la littérature. Cette littérature est accessible sur leur site pour vous tenir à jour des préconisations. Merci. Alors, pour compléter du coup ce que vous nous avez dit, j'ai mis le lien dans le chat vers les différentes fiches qu'a pu faire le ministère du Travail. Et puis également, j'avais trouvé sur le site de l'INRS un document sur les obligations des employeurs et des salariés en période de pandémie qui est vraiment très détaillé. Et donc, tout ça, je l'enverrai aussi par mail aux inscrits. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. C'est vraiment bien fait. Ouais. Alors, pour la question suivante, c'est toujours sur l'après, donc après la reprise de l'activité. Est-ce que les salariés pourront exiger de faire du télétravail régulièrement dans les entreprises qui, au départ, ne souhaitaient pas le mettre en place? Ben non. Là, on n'a pas changé quand même le paradigme dans lequel on se situe. Hein. On se situe, je le rappelle, dans un... même pour les startups, on se situe quand même dans un univers où il existe un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Et donc, c'est pas le salarié qui décide du lieu de travail et des modalités d'exécution du contrat de travail. C'est l'employeur qui décide dans le cadre qui lui est imparti par la loi, les règlements, la convention collective, le contrat, que sais-je encore. Et donc, c'est pas le salarié qui exige le télétravail, mais c'est l'employeur qui met en place le télétravail par contrat de travail, avenant ou encore par accord d'entreprise ou charte. Oui, alors effectivement, ça c'est également une précision qu'il faut indiquer, c'est que l'employeur ne peut pas l'imposer. S'agissant du télétravail, on peut le mettre en place, il peut faire l'objet d'un accord collectif, mais on ne peut pas l'imposer à proprement parler. S'il y a un accord collectif par service... C'est que suggérer. Oui, ça peut être suggéré, mais ne peut pas imposer. Enfin, pour répondre à la question, en tout cas, le salarié ne peut pas exiger de son employeur d'être en télétravail, en total ou partiel d'ailleurs. D'accord. Alors là, il y a une question qui dit le salarié peut-il exercer un droit de retrait? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, le problème de savoir si on peut exercer un droit de retrait, on peut toujours exercer un droit de retrait. Simplement, il faut que ce droit de retrait soit légitime. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une situation de danger imminente, grave, qui puisse justifier ce droit de retrait. Le recours au droit de retrait, oui, si l'employeur a pris toutes les dispositions pour garantir la santé et la sécurité du salarié, le droit de retrait ne sera pas légitime. Ce qui a pour conséquence que si le salarié ne vient pas travailler, il se met en faute. Et cette faute pourrait justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Oui, c'est le juge qui décidera si ou non il y a le droit de retrait. Alors, il y avait l'inspection du travail qui peut également se positionner. Mais le droit de retrait, non. Le droit de retrait, il a été un peu, de ce point de vue-là, utilisé par certains syndicats dans certaines branches d'activité, je pense au transport notamment,
mais pas à des fins qui sont celles que prévoit la loi normalement. Je le dis je m'engage un peu en disant ça, mais à des fins de pression en réalité. Là, en l'occurrence, tel qu'il est exercé actuellement par les salariés, c'est la peur du Covid, et c'est des salariés qui ne sont pas suffisamment protégés dans le cadre de leur exercice professionnel. C'est possible, et dans ce cas-là, ils peuvent exercer l'ordre de retrait. C'est souvent en réalité une pression, une arme qui est utilisée par les syndicats au niveau des négociations de branches notamment, pour faire pression sur certaines branches afin que des mesures de protection soient mises en place. C'est pas justifié s'il n'y a pas de contact. Oui. Si les mesures de sécurité sont mises en place, vous avez encore une fois là une fiche du ministère qui indique que si l'employeur a mis en place les mesures qui s'imposent, le droit de retrait n'est pas justifié. D'accord. Vous avez le droit de retrait individuel globalement, pour être clair. Comme vous avez un droit de retrait qui est exercé individuellement par un salarié, n'est pas soutenu par forcément une OS, une organisation syndicale, pardon, si l'employeur respecte les dispositions, clairement le salarié se met en faute. Après, vous avez des droits de retrait qui sont invoqués par certains salariés soutenus par une organisation syndicale dans le cadre d'une négociation, pour enclencher une négociation collective liée aux préconisations au niveau soit de l'entreprise pour des grosses entreprises, soit au niveau de la branche. Dans certains, c'était le cas, je crois que c'était dans le traitement d'enlèvement de déchets, ou je sais plus. Enfin, il y a certaines situations où les droits de retrait ont été invoqués par certains syndicats. La police nationale a invoqué également le droit de retrait parce qu'ils n'avaient pas de masque. Bon, en fait, c'était une pression qui était exercée sur le ministère pour pouvoir négocier. Voilà. Une demande aux malades chroniques. Du coup, ces personnes à risque, qui ont peur de reprendre le travail, est-ce qu'eux ont le droit de refuser la reprise de travail si les mesures barrières ne sont pas mises en place, donc ça vous y avez répondu, ou sinon, si c'est mis en place mais qu'ils disent toujours non, je ne veux pas reprendre, est-ce qu'il peut y avoir du coup un licenciement? Ça, c'est une bonne question parce que on est dans les zones grises pour le coup. C'est jamais très net. Les salariés qui ont une maladie chronique sont en fragilité, clairement. Donc, la question de l'aptitude à la reprise se pose. Le juge de l'aptitude à la reprise, compte tenu de ces éléments-là, il n'y a qu'un seul acteur qui est compétent là-dessus, c'est le médecin du travail. Et donc, c'est le médecin du travail qui pourra déterminer si, compte tenu de l'état de santé du salarié, il est en capacité, en aptitude, de reprendre ou pas son poste avec ou pas des restrictions. Et dans ce cas-là, le médecin du travail, comme pour toutes les autres affections, pourra faire une étude de poste, ou pas, d'ailleurs, c'est en fonction des sécurités et des risques dans l'entreprise. Et le médecin du travail dira ou pas si le salarié est apte, compte tenu de ses maladies chroniques, ou inapte à reprendre son travail. Va perdurer, mais les salariés qui présentent un risque, justement, et dont la liste est prévue par la CPM, excusez-moi, il y a une déclaration en ligne qui est faite et ils peuvent se mettre en arrêt. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'était l'aspect. Ça, c'est l'aspect également arrêt de travail. C'est-à-dire que là, moi, j'ai parté de l'hypothèse où il n'y a pas d'arrêt de travail. Donc, on peut demander sur l'aptitude au travail quelle est la position du médecin du travail. Mais il y a aussi le salarié qui est malade chroniquement, qui peut aller voir son médecin et se faire arrêter compte tenu de cette situation. Ou même se déclarer en ligne. Voilà, c'est le site d'amélie.fr permet une déclaration en ligne de certains salariés qui souffrent d'une maladie chronique et qui présentent un risque élevé en cas de reprise du travail. Ça, c'est un dispositif spécifique Covid. D'accord. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut interdire aux salariés d'utiliser les transports en commun pour venir travailler, étant donné que c'est une zone à risque? Non, on ne peut pas. C'est une entrave à la liberté de circulation. On ne peut pas empêcher un salarié de prendre les transports en commun. Très bien. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour des questions que je souhaitais aborder. Au niveau des personnes connectées, n'hésitez pas si vous avez encore des interrogations. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vous en prie. Il y a des questions. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc,
Ah, à nouveau, ça bloque. Je disais que donc moi, j'avais fini les questions que je souhaitais vous poser. Donc, j'attendais de savoir si les participants en avaient d'autres à poser. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'espère en tout cas que ça a pu lever un certain nombre d'interrogations ou de questions et on est à disposition. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'enverrai donc les différents liens aux participants ainsi que vos coordonnées s'ils ont besoin. Je vais vous envoyer par mail le lien sur notre site de notre site internet, comme ça Très bien. vous aurez les infos nécessaires. Eh bien, super. En tout cas, merci beaucoup. Effectivement, c'était très clair et ça a apporté pas mal de réponses. J'espère, merci. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On reprend donc les workshops vendredi sur le côté e-commerce, comment passer tout ou partie de son activité en e-commerce. Et à partir de début mai, on reprendra les workshops, dont un sur justement comment gérer la reprise au travail et comment mettre en place l'organisation et quels sont les conseils pour les managers. Merci à tous, très bonne journée.